Alors, en parlant donc de ce projet gigantesque qui concerne l'avenir de toute une nation, je dois dire que c'est un projet extraordinaire. Alors, vous qui êtes en ma compagnie, vous avez suivi donc ces projets, il n'y a pas qu'un projet, mais ayez l'urgence de nous parler au début de l'importance du nouveau delta. Qu'est-ce que ça va rapporter en matière d'agriculture, ce projet colossal? C'est vrai, c'est un projet d'une dimension assez importante. On voit bien que les projets agricoles, de manière générale, ça a commencé on va dire, depuis déjà plusieurs années. On en parlait tout à l'heure dans le reportage de tous les serres qui ont été mis en place dans la base de Mohamed Naguib. Et ils ont commencé déjà à produire. Et là, je parle de la période avant Corona. Et grâce à la production de ces serres, les prix de tomates, de concombres, de beaucoup de denrées ont été stabilisés. Donc on parle déjà il y a plusieurs années. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des projets qui ont été préparés depuis aussi plusieurs années. Donc là, peut-être cette semaine, on met la lumière sur ce projet, mais que ce sont des projets qui continuent et qui produisent déjà. Et surtout, l'année dernière, on a très bien vu, on va dire, la faiblesse de l'Égypte et la dépendance de l'Égypte envers, on va dire, bon, la Russie et l'Ukraine, très précisément. Là, c'est vraiment, on n'a pas eu de chance. Les deux principaux fournisseurs de l'Égypte ont été empêtrés dans des conflits. Et c'est pour ça que le gouvernement a exprimé une volonté encore plus forte d'accélérer les projets. Donc les projets du nouveau delta, le projet de Toshka, le projet dans la région centrale du Sinaï, il y a même des projets dans quasiment... Des usines d'engrais qui sont... On va s'arrêter d'ailleurs sur la question tout à l'heure. Mais parlez-nous un petit peu de cette, comment dirais-je, de l'importance aujourd'hui et de vouloir, je veux dire, prendre encore, bonifier les terres pour qu'il y ait une suffisance alimentaire. Ce qui a été fait, comment vous l'évaluez? C'est un défi important. Pour pouvoir assurer la sécurité alimentaire de l'Égypte, c'est vraiment un défi important. Et c'est vrai qu'il faut, on va dire, plusieurs axes de développement. Donc il y a l'axe vertical. Il faut augmenter la surface de terre agricole. Il y a l'axe vertical en augmentant la productivité des fédans. Et là, c'est un nouveau projet, c'est très bien parce que comme c'est fait sur des surfaces très larges, donc c'est très productif parce qu'on arrive avec des matériaux très modernes à on va dire, travailler des terrains d'une surface très 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 large. On va dire en comparaison avec le delta du Nil où souvent les surfaces sont cloisonnées, c'est des petites surfaces, donc pour amener des outils, c'est compliqué, on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre, donc la productivité est plus faible. Donc c'est aussi l'intérêt d'avoir ces projets, d'augmenter la productivité. Et puis il y a aussi il y a un axe quand même, on n'en a pas parlé, mais c'est l'axe d'innovation et recherche de développement. Comment trouver des espèces qui soient plus adaptées, voilà, compatibles avec le sol égyptien, avec le climat égyptien, avec aussi, on va dire, La transformation climatique aussi peut-être, vous voulez dire qui s'acclimate avec les changements climatiques. Aussi, oui, qu'il soit plus résistant. En tout cas, c'est de nouvelles espèces de plantes qui sont développées par l'Égypte, par les institutions égyptiennes. Donc, c'est aussi on va dire, cette recherche et développement qui va être implémentée dans les nouveaux projets. Et le but, là, comme vous avez dit, le but déjà d'augmenter la surface d'un tiers, d'environ 30%. Aujourd'hui, il y a à peu près 9 millions de fédans qui sont cultivés en Égypte. Avec ce nouveau projet, on va ajouter 3,5 millions de fédans. Donc 30%, c'est quand même significatif. 30%, c'est peut-être la surface qui a été ajoutée à la surface agricole égyptienne en 200 ans, peut-être. Donc c'est pour donner aussi une idée de dimension de ce type de projet. Et l'intérêt aussi pour tout le monde, c'est que ces projets sont visibles. C'est-à-dire, on voit bien sur les nouvelles routes qui partent sur la côte nord,
l'année dernière, on a vu que le côté vert, il était plutôt que du côté droite, du côté droit de la route. Et ben là, l'année prochaine, pour faire la différence. oui, oui, là, ça va être le côté gauche aussi va être vert. C'est pour ça que ça va être très visible pour tout le monde. Enfin, Oui, alors encore, je veux dire, agrandir la superficie agricole, c'est un rêve qui devient une réalité. Je veux dire, c'est le rêve du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi, le rêve de l'Égypte tout entière, aujourd'hui qui est devenu accessible. Et je vous renvoie là à hier, parce que hier aussi, si on parle d'agriculture, on parle aussi de matière, donc de préservation de ces plantes, de l'entretien, on parle de fourniture, on parle également donc des surfaces cultivables, on parle d'engrais, car l'engrais, c'est aussi une histoire impérative en matière de sécurité alimentaire. En quoi hier, donc, je veux dire, l'inauguration de 6 nouvelles usines, surtout qui ont ciblé, je veux dire, cette question d'engrais azotés, comment vous la voyez en tant que surplus qui va nous aider à faire un pas en avant, un pas gigantesque vers vraiment une agriculture également qui va être amie avec la nature ou l'environnement? alors, c'est intéressant, enfin, en tout cas, c'est important aussi de voir que le gouvernement, il voit déjà, on va dire, plusieurs étapes plus loin. C'est-à-dire, il y a peut-être le premier focus, c'est augmenter les terres agricoles, mais on a pensé encore au-delà, en disant, bah, ces terres agricoles vont avoir besoin de plus d'engrais. Et les engrais, on importait jusqu'à il y a peu de temps, des engrais aussi de Russie, parce que c'est une industrie qui nécessite beaucoup d'énergie, donc de Russie et d'Ukraine. Et donc là, on a dit, bah, on ne va pas attendre d'avoir un déficit et continuer encore de dépendre de l'étranger. On va commencer à produire. Et on a produit tout de suite donc dans 6 usines donc pour produire des types d'engrais très différents. Et aussi pour avoir une taille de ces usines-là, une taille suffisante pour que les coûts de production soient faibles et en ayant comme objectif aussi d'exporter. C'est pour ça qu'ils ont été installés au niveau de Reine et Sorna pour pouvoir exporter, pour avoir des coûts de transport faibles, pouvoir exporter vers on va dire, les pays africains par la suite. Donc c'est pour avoir vraiment une vision complète on va dire, la stratégie agricole de l'Égypte. Oui, hier, le chef de l'État a parlé justement, on a parlé dans même l'explication qui a été fournie au président Sisi. Il y avait bien entendu cette question, je veux dire, la direction de ce projet avait parlé de l'Égypte et, je veux dire, actuellement peut justement faire présenter ce type d'engrais et de le commercialiser. On a 40 ou 50 pays qui prennent certains produits de chez nous et il y a l'Australie qui vient de se joindre justement à ce périple. À quel point on peut parler aussi de Made in Egypt qui est devenu aussi je veux dire, quelque chose d'exceptionnel. Je veux dire, on a passé le cap. Bien sûr, bien sûr. Il y a déjà des entreprises qui produisent des engrais en Égypte et qui ont beaucoup exporté l'année dernière surtout. Oui. Donc ils ont réussi à gagner de parts de marché. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de pays qui se tournent vers l'Égypte en disant on veut plus. On veut plus, on a besoin de plus, et c'est pour ça que le gouvernement et le président... Il a parlé d'exportation, donc la question d'exportation figure aussi parmi les objectifs majeurs justement de la promotion de cette panel en ce qui concerne l'agriculture, parce qu'il y a aussi des industries. En parlant d'industries qui sont en corrélation avec, je veux dire, les industries agricoles, comment vous voyez justement la capacité égyptienne à pouvoir justement à commercialiser, à exporter vers d'autres pays qui sont quand même des pays qui sont développés? Bien sûr, par exemple l'industrie de transformation alimentaire, tout ce qui est ce qu'on va appeler l'industrie alimentaire, ça fait partie des priorités du gouvernement.
Et on se rappelle, il y a quelques mois, le président avait inauguré la ville des industries alimentaires. Donc à la fois pour assurer les besoins de l'Égypte, mais aussi pour l'export. Je crois que de toute manière, le président et le gouvernement ont toujours comme objectif de créer des entités à grande échelle pour avoir des économies d'échelle et en ayant comme objectif de satisfaire la demande interne, la demande de l'Égypte, et pouvoir exporter. Donc très bien, le blé par exemple, là on produit du blé donc, pour on va dire les besoins d'Égypte, mais on peut produire des pâtes. Et les pâtes, on peut les exporter aux pays africains. Et l'Égypte exporte déjà des produits de ce genre. Donc c'est toujours une plus forte valeur ajoutée, ça permet de créer plus d'opportunités d'emploi pour les Égyptiens, ça permet d'acquérir aussi un savoir-faire, c'est aussi un domaine dans lequel on peut innover, on peut avoir des emplois qui sont plus sophistiqués, plus intellectuels, et ça rentre aussi dans la stratégie de l'Égypte d'être la porte de l'Afrique. Oui, alors pour revenir à ce projet qui est un des projets mères dans le cadre de la bonification des terres, de l'expansion agraire sur le plan de toute la République, il y a eu ce qu'on appelle aussi la création d'un fleuve artificiel pour pouvoir gérer justement les déchets en matière d'eau. Au niveau de l'industrialisation. Parlez-nous de l'importance justement de ce caractère peut-être fondamental aujourd'hui. C'est un secret pour personne. L'Égypte a des ressources aquatiques limitées. Voilà, il y a que le fleuve du Nil et avec peut-être 10 à 15% de pluie sur les côtes de la mer Méditerranée, peut-être un peu au niveau des oasis aussi, un peu d'eau souterraine. Donc il fallait au maximum optimiser l'utilisation de l'eau dont dispose l'Égypte. Et le fait d'avoir des grandes stations de retraitement des eaux, ça permet d'accroître l'exploitation de cette eau. Et c'est pour ça que c'est très important de pouvoir utiliser cette eau, la retraiter, irriguer les nouveaux terrains. La purifier, parce que c'est une question de purification. Justement, hier, dans le cadre, quand le chef de l'État avait inauguré ces 6 usines en ce qui concerne les engrais azotés, il avait parlé longuement, justement, de la capacité de ces usines à retraiter l'eau, peut-être à retraiter dans un premier, deuxième et troisième cycle. Je veux dire, tout un processus qui fait que finalement c'est un produit qui devient ami avec, qui se marie avec les intentions égyptiennes, surtout les engagements internationaux et égyptiens après la COP27. Oui, comment vous le voyez? Et même là, je vais vous dire, il y a une réglementation qui est très respectée en Égypte. C'est toutes les usines qui ont on va dire, une utilisation d'eau, toutes les usines par exemple de transformation alimentaire, doivent avoir une station de traitement d'eau. C'est obligatoire et d'ailleurs il y a toujours une surface agricole à côté des usines pour utiliser cette eau retraitée dans l'agriculture. Souvent dans des arbres, en tout cas pour améliorer aussi tout ce qui est action pour lutter contre la transformation climatique. Oui, alors il y a un certain nombre de prérogatives présidentielles telles que, par exemple, Mustaqbal Masr, l'avenir de l'Égypte. Une autre prérogative, c'est le nord de l'axe de Daba, qui sont aussi deux autres prérogatives. L'importance de ces deux projets. On va dire, l'eau, ça a toujours été l'axe de développement de la population. À partir du moment où il y a de l'eau, on va voir un développement, on va voir une population, on va voir tout. Et on sait tous, on n'utilise que 6 à 8% de la surface de l'Égypte. Donc le fait d'étendre voilà, des lignes d'eau, des fleuves, des rivières, tout ce qu'on veut,
ça va permettre, bien sûr, pour l'agriculture, de détendre l'agriculture. Ça va permettre d'installer une population, parce que pour l'agriculture, voilà, il faut aussi la population. Il y aura des centres urbains, parce qu'il y aura aussi des industries qui dépendent de ces agricultures. L'Égypte dispose de très lents surfaces maritimes, donc il y a beaucoup de ports. Et pour ceux qui suivent l'actualité, le gouvernement investit énormément pour le développement de plusieurs ports. Donc on parle de ports de Port Saïd, de Damiette, d'Alexandrie, de Ain es-Sokhna, de Safaga. Il y a beaucoup de ports qui ont été développés pour permettre ce développement. Donc le développement de l'agriculture, de l'industrie qui dépend aussi de l'agriculture ou d'autres. Hein. Il y a aussi les mines. Il y a aussi ce côté mine qui va être développé aussi, qui est en train d'être développé. Et on s'attend, voilà, d'ici, je ne sais pas combien d'années, parce que ça prend du temps, la surface qui est occupée en Égypte va monter à 10-12%. Ce qui est quasiment le double d'il y a quelques années. Oui, alors le chef de l'État hier avait quand même beaucoup de messages, entre autres, avait émis, bien entendu, que cette question de suffisance nutritionnelle ou alimentaire va avec aussi la surcroissance de la population. Vous, en tant qu'expert en économie, avec toute cette expansion, toute cette infrastructure tournée vers l'avenir, tournée vers le vert, tournée vers, l'amélioration et du produit et de la qualité, mais aussi du nombre des superficies sur la République arabe d'Égypte, comment peut-on aménager les deux? C'est vrai que la croissance démographique, ça a toujours été présentée. En tout cas, la raison principale qui lutte contre le développement. C'est pour ça. Qui freine le développement, finalement. Ça freine le développement parce qu'il y a plus de consommation. Donc, le surplus, on n'arrive pas à l'avoir. Et il y a toujours une pression sur les services de l'État, sur tout ce que l'Égypte produit. Si on revient à l'époque, des années 50, on va voir que l'Égypte aurait été en surplus alimentaire, en surplus industriel, tout ce qu'on veut. Ce qu'on fait, c'est essayer de rattraper le retard qui a été accumulé pendant quelques décennies, malheureusement. Donc il faut rattraper ce retard et continuer d'accélérer encore pour produire de la richesse. Nous sommes un pays qui finalement a besoin de beaucoup pour la population, de beaucoup de blé, qui importe. Est-ce que ces projets peuvent garantir une autosuffisance en matière de production, en matière de blé, de maïs, de riz, etc. Et est-ce qu'on peut espérer être exportateur? Pas comme l'Ukraine, mais commencer à faire ces grands pas vers l'exportation aussi du blé, qui est un matériel, qui est une matière finalement stratégique de premier ordre aujourd'hui. On l'a bien compris après la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Non, c'est sûr. Et je pense que c'était une bonne leçon aussi, ce qui s'est passé dernièrement. Par exemple, on a réussi à avoir une autosuffisance dans la production, de poulet, mais parce qu'on n'avait pas, les matières agricoles pour l'alimentation, on a souffert et on a vu les conséquences sur le prix au kilo des poulets. Donc c'est pour ça qu'on essaye au maximum d'avoir cette autosuffisance. Les premiers. Donc ça, c'est vrai que l'agriculture, on va considérer que c'est la matière première pour tout, pour l'alimentation, pour l'industrie et pour beaucoup d'autres choses. Après, est-ce qu'on va avoir une autosuffisance déjà de toutes les denrées? Certaines, oui, d'autres, compliquées. Même avec tous ces projets. Parce qu'il faut vraiment beaucoup plus de terrain agricole et comme on l'a dit. Mais on y travaille pour qu'il y ait cette suffisance, mais aussi cette exportation. Au moins réduire la dépendance. Et peut-être sur certaines denrées avoir cette autosuffisance.
Oui, je vous renvoie, Monsieur Nadim Samna, actuellement sur aussi quelque chose qui est à l'ordre du jour sur le plan international. On a vu cette problématique des chaînes alimentaires qui ont été coupées par intermittence entre, je veux dire, après, qui sont une des conséquences de la guerre russo-ukrainienne et qu'on a vu leur impact. Et finalement, cette question d'énergie et même de gaz a été surpassée par cette question je veux dire, de la sécurité alimentaire. À quel point l'Égypte, avec le chef de l'État, donc, essaie d'être aussi pionnier en la matière. Je veux dire, pouvoir regarder loin pour pouvoir s'assurer qu'il faut se faire être à l'abri justement de ce genre de problématiques qui ne cessent peut-être de se dégrader. On ne sait pas, jusqu'à maintenant la guerre n'est pas finie, on ne sait pas comment ça va finir. Oui, puis surtout, il faut prévoir aussi que ces projets, c'est pour préparer l'avenir. On ne parle pas des 5-10 prochaines années, on parle de 50 ou 100 prochaines années. Donc il faut penser qu'il y aura toujours des conflits, il y aura toujours des événements qu'on ne contrôle pas. Non, mais ça, c'était une première. Jusqu'à maintenant, on avait vu des crises économiques de genre financier, genre fiscal, etc. Mais jamais ça n'a été. Il était question de sécurité alimentaire au niveau mondial. Et que ça s'est répercuté sur même l'Europe, sur le monde entier, en problématique d'insuffisance impérative qui a fait que les prix ont augmenté dans tous les pays du monde. Donc c'est impératif aujourd'hui. S'il y a un palmarès, je pense que la sécurité alimentaire va être au premier degré. Vous ne le pensez pas ? C'est sûr, là, la sécurité alimentaire, on va dire, c'est un problème qui a été exacerbé par on va dire à la fois le conflit russo-ukrainien, en plus du Covid. Parce que le Covid, déjà, il a mis sous pression toutes les chaînes d'alimentation mondiale. Alors, c'était plus focalisé sur l'industriel. Mais il faut se rappeler aussi, pendant cette crise, l'Égypte a réussi à augmenter ses exportations agricoles. Pendant cette crise de Covid, l'Égypte a réussi à devenir le premier exportateur mondial d'oranges. Il y a beaucoup d'autres denrées où l'Égypte a gagné des parts de marché. Et dans les chiffres d'export, par exemple, qui sont sortis là cette semaine, on voit que l'Égypte a quand même exporté pour, je crois, 3, quelque chose de milliards de dollars de produits agricoles. Donc l'Égypte est capable aussi de produire, d'exporter. Oui, alors on avait parlé de ce projet gigantesque qui est l'avenir de l'Égypte. On va s'arrêter tout de suite pour voir comment ce projet a été inauguré par le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi. C'était le 21 mai 2022. Ce projet, bien sûr, vise à optimiser les productions agricoles et à fournir des produits de haute qualité et des prix aussi abordables. Le commentaire. À travers les méga-projets agricoles, l'Égypte cherche à réaliser l'autosuffisance alimentaire. Avenir de l'Égypte, c'est le nom du projet inauguré le 21 mai 2022 par le président Abdel Fattah al-Sisi avec l'objectif d'améliorer la production agricole et d'assurer la sécurité alimentaire à tous les Égyptiens. Le président el-Sisi a souligné l'importance d'achever les étapes de ce projet avant la fin de 2023, soit un an plus tôt que sa date d'achèvement initiale. Le projet situé le long de l'autoroute Le Caire-Dabaa au nord-ouest de l'Égypte comprend 4 étapes successives. Il fournira plusieurs denrées agricoles nécessaires, dont le blé, et s'étendra sur 1,05 million de fédans. Sa superficie agricole représente près de 50% d'un projet plus large, celui du Nouveau Delta, qui réalisera un bond sans précédent, non seulement dans l'agriculture et l'industrie, mais aussi dans plusieurs autres domaines à l'échelle nationale. La première étape du projet, qui a été entièrement achevée, couvre 340 000 fédans. La dernière phase a été achevée en octobre dernier sur une zone de 300 000 fédans.
Les 3e et 4e phases seront achevées d'ici juillet 2023 et juillet 2024, respectivement couvrant une superficie de 700 000 faidans. Le projet du nouveau delta vise à cultiver en tout 2,2 millions de faidans. Ces cultures seront irriguées par les eaux des pluies et les eaux souterraines. Le président El-Sisi a appelé à accélérer la mise en œuvre du projet et à finaliser parallèlement les autres projets agricoles lancés par l'État à Toshka, Beni Suef et Minya. Les nouveaux projets de production agricole feront passer la superficie des terres agricoles en Égypte de 9 millions de faidans actuellement à 14 millions de faidans. Le principal objectif de ces projets agricoles est de combler le fossé entre la production et l'autosuffisance en produits stratégiques. Le projet Avenir de l'Égypte comblera le déficit alimentaire en Égypte. Il reflète l'insistance de l'État à réaliser l'autosuffisance en matière agricole. Voilà, donc c'était l'avenir en vert. Là, je me tourne vers mon hôte, Monsieur Nadim Samna. L'avenir en vert, c'est aussi tout un exploit, pas simplement en matière d'agriculture, mais dans la création d'une infrastructure intelligente, compatible avec les changements climatiques, amie avec non productrice de gaz à effet de serre. Donc nous sommes devant une expansion où l'agriculture, certes c'est une pierre angulaire, mais ce n'est pas tout ce qui a été réalisé. Comment vous la voyez au point de vue de la macroéconomie, vous qui êtes expert en économie? C'est le développement durable. Hein. Enfin, là, on prépare l'économie ou la vie pour les générations futures. On a exploité on va dire beaucoup de ressources que la Terre a produit. Et il faut penser aux générations futures. Alors, bien sûr, le changement climatique, on a bien vu. Là, il y a beaucoup d'effets désastreux. On a vu l'année dernière ce qui s'est passé au Pakistan. C'est un effet direct du changement climatique. Et l'agriculture, c'est une activité qui occupe une bonne portion de la population mondiale. Je crois autour de 20%, 20-25%. Il y a beaucoup de pays qui dépendent entièrement, enfin, en tout cas pour une grande partie de l'agriculture. Il y a aussi l'économie rurale. Voilà, et l'agriculture surtout, elle est très dépendante du climat. Je dirais là, quand il y a un changement climatique, ça a un effet direct sur l'agriculture. Et si on n'arrive pas à assurer les besoins alimentaires de la population mondiale, on peut avoir des conflits, on peut avoir des conflits. Des exodes, voilà, des immigrations. Oui, alors justement, si on parle de cette, si vous proposez une approche assez futuriste au niveau du globe, avec les changements climatiques majeurs qui s'opèrent dès maintenant, qui sont aussi peut-être qui vont évoluer parce que la crise climatique est loin d'être maîtrisée, les législations internationales sont encore loin de pouvoir avoir un impact direct sur, je veux dire, le contrôle de ces changements climatiques. Comment, je veux dire, les générations futures peuvent-elles vivre sous le coup de la sécheresse qui est en crescendo, aussi des problématiques d'eau, des problématiques aussi de manque d'alimentation, et peut-être possible c'est possible que ce soit aussi peut-être de mini-guerres s'il n'y a pas une troisième guerre mondiale. Bien sûr, oui. Enfin, je veux dire, on peut avoir des mini-guerres, des conflits, des guerres civiles, enfin, on peut avoir tout type de catastrophes naturelles ou humaines. On ne mesure pas l'impact, mais ça peut avoir un impact très très fort. Là, le monde tel qu'il est géré aujourd'hui, il y a quand même pas mal de solidarité. Il y a des instances internationales, il y a des organisations internationales qui arrivent à organiser, on l'a bien vu, là, la crise du Covid, ça a été, on va dire, administré ou géré
de manière plus ou moins consensuelle, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de coordination. Une crise alimentaire, il y aura probablement, enfin, ou certainement, une coordination du même ordre, mais si la magnitude, je dirais, la magnitude de la crise dépasse un certain seuil, ça va être chacun pour soi, et c'est ça qu'on veut éviter. Le chef de l'État avait parlé à maintes reprises, pas simplement hier ou aujourd'hui, sur l'importance justement de développer le secteur académique, le secteur de la connaissance. En matière, justement, parce que là, on se pose toujours des questions sur... On parle de la santé, mais on parle de la santé aussi de la terre, hein, je veux dire, de tout ce qui est naturel qui va produire l'alimentation, la végétation. Je pense que c'est un souci majeur pour les grands scientifiques sur le plan international. Comment peut-on développer les secteurs de la recherche scientifique tels que, au vu du président, sont impératifs pour pouvoir avancer aussi? Nous avons des compétences en matière d'agriculture et de sciences en général. Comment peut-on développer aussi dans ce sens? Oui, ben, moi, c'est ce que j'ai dit au tout début. Il y a de l'innovation, c'est permettre pour l'augmentation de la productivité agricole. Donc, on essaie toujours d'innover, on trouve toujours de nouvelles espèces pour qu'elles soient résistantes au changement climatique, adaptables et tout, plus productives, et qui aussi qui demandent le moins d'eau possible. Donc ça, c'est des recherches, il y a des scientifiques qui travaillent, et je crois qu'il y a l'université au Sinaï avec une faculté qui s'appelle l'agriculture désertique. Donc cette faculté a comme objectif principal d'innover, de faire de la recherche et de développement de denrées adaptées au désert. Parce que voilà, on voit bien que le désert est dans la région, c'est dans la région, c'est la surface dominante. Hein. Oui, alors c'était un plaisir de vous recevoir, Monsieur Nadim Samna, notre expert en économie. Toujours le plaisir de vous recevoir à bord. Merci beaucoup pour cette intervention, mesdames et messieurs. Donc, l'information continue sur la TV internationale. Ce direct vient de se terminer et nous espérons que que l'Égypte sera un des pays pionniers au niveau du continent africain, de la région du Moyen-Orient, en matière aussi de surproduction, mais aussi de pouvoir donner un peu un aval à ce monde. Pourquoi? Il faut espérer, c'est tout fait que nous avons de l'espoir pour le faire. Merci à vous. Merci mesdames et messieurs, à vous aussi, et à bientôt.